Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue donc sur cette sixième édition des rencontres de l'AFB. Nous allons traiter de la fidélisation des collaborateurs dans le secteur bancaire. Pour lancer cette sixième édition, je me tourne vers Maya Attig. Bonjour Maya. Bonjour Olivier. Vous êtes directrice de la FBF et de l'AFB, oui. Qui rassemble au fond les entités qui rassemblent l'ensemble des banques exerçant en France. C'est une plateforme idéale pour voir évoluer et évaluer les évolutions, notamment sociales ou sociétales. Et donc, merci de lancer cette sixième édition. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont suivre ces rencontres de l'AFB sur le thème de la fidélisation des salariés. Alors, évidemment, on entend beaucoup parler depuis 2 ans, 3 ans de grandes démissions, de mouvements de turnover accéléré et de démotivation d'une entreprise pour changer. En réalité, la banque est l'un des secteurs les plus stables. On a un taux de turnover défini comme les départs et les arrivées sur l'ensemble des effectifs. On a donc un taux de turnover qui est largement inférieur à la moyenne nationale, de l'ordre de 10%, contre 22% pour l'ensemble des secteurs. Donc on est un secteur dans l'ensemble assez stable. Pour autant, il y a une hausse tendancielle des départs qui s'explique en bonne partie par la concurrence entre banques, mais aussi par des départs à l'extérieur du secteur, parfois pour rejoindre des entités financières hors banque, parfois pour faire complètement autre chose. Alors, pourquoi ces rencontres sont importantes? Pourquoi c'est important de réfléchir aux facteurs de fidélisation des salariés? Eh bien, tout simplement parce que ces départs s'expliquent pour partie par des raisons propres aux salariés, ça c'est leur volonté interne et finalement, quoi qu'on fasse, ils souhaiteront partir. Et puis parfois, ces départs sont aussi liés à une insatisfaction par rapport au fonctionnement interne ou par rapport aux perspectives d'évolution dans la banque dans laquelle ils travaillent. Et donc, je crois qu'on va entendre des témoignages extrêmement utiles, extrêmement instructifs de ce que font les banques, d'abord pour comprendre ce qui se passe, et puis pour en tirer les conséquences dans leur pratique, pour voir ce qu'il est possible de faire pour maintenir dans l'entreprise, avec des perspectives d'évolution, avec peut-être un fonctionnement différent, des salariés dont on ne souhaite vraiment pas qu'ils partent. Voilà, donc je pense que cette écoute, ces échanges seront instructifs pour tous et qu'ils peuvent inspirer bien d'autres secteurs. Bons travaux à tous. Eh bien, merci Maya pour cette introduction et nous allons effectivement maintenant accueillir Pierre Lamblin qui est le directeur de la donnée et des études de l'APEC qui va pouvoir nous présenter les résultats de leur dernière étude en date sur le sujet et ensuite nous aurons évidemment le plaisir d'entendre les représentants des banques et aussi des organisations syndicales et donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, pour démarrer les débats, pour bien démarrer les débats et préparer la table ronde qui arrive, nous avons le plaisir d'inviter Pierre Lamblin. Pierre Lamblin, vous êtes le directeur de la donnée et des études de l'APEC. Et vous avez, bonjour, et vous avez réalisé, alors vous réalisez un certain nombre d'études, mais il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention, qui est récente, c'est l'étude sur la fidélisation des collaborateurs. Vous êtes l'APEC, c'est donc bien la fidélisation des cadres. Tout à fait. Voilà, exactement. Et donc, on est impatient maintenant d'avoir les grandes lignes des résultats de cette étude. Nous vous écoutons. Donc, moi, j'avais quand même une question à vous poser. Alors, la DARES nous dit 550 000 démissions quand même en France depuis le Covid. Ça, c'est à échéance du 1er janvier 2023, si mes souvenirs sont bons. 550 000 démissions, c'est pas rien. Mais elle nous dit aussi que 72% de ceux qui ont démissionné ont retrouvé un emploi dans les 12 mois qui ont suivi. Et donc, plutôt que de parler de grandes démissions, elle nous dit non, il vaut mieux parler de grandes rotations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, une petite explication, en France, si les salariés démissionnent, c'est pour changer de job, voire se reconvertir, voire exercer un nouveau métier.
et non pas suite à des débauchages massifs dans les entreprises comme ça se passe ou ça s'est passé aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et nous avons, s'agissant des cadres, quelques indicateurs pour le traduire, notamment les intentions de mobilité qui sont exprimées par les cadres, qui restent importantes, puisque 37% des cadres envisagent de quitter leur entreprise dans les 12 prochains mois, et 14% à 3 mois. Oui, c'est ça. Et vous avez, vous dites donc des cadres qui démissionnent le font à 22% dans les 2 ans. Alors ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait. Nous avons cherché à objectiver, justement, à quantifier ce que ça représentait chez les cadres. Nous l'avons publié l'an dernier. Nous avons publié une nouvelle étude sur les conditions de ces démissions également. Et chez les cadres, ce chiffre est quand même assez significatif, puisque 22% des cadres du privé déclarent avoir démissionné dans les 2 années suivant leur embauche, durant les dernières années. Et une grande proportion. Et cette proportion monte à 42% chez les moins de 35 ans. Voilà, c'est ça. Exactement. Pourquoi ? Parce que les moins de 35 ans sont très lucides de ce qui se passe sur le marché. Et dès que le marché est favorable, ils savent qu'ils ont un rapport de force en la faveur et qu'ils peuvent être courtisés, appréciés par les recruteurs pour leurs compétences. Et vous avez, je crois, une diapo qui vient illustrer ce... Alors, pour quelles raisons justement ces cadres démissionnent-ils ? J'aimerais y revenir. Donc, la première raison, c'est justement une opportunité de changer d'entreprise qui se présente, notamment pour gagner en rémunération. Dans un contexte, je le rappelle, d'hyperinflation, on est sur une tendance, selon l'INSEE, à plus de 4% cette année encore. Sachant que tous les cadres ne sont pas augmentés chaque année. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde, qui est pas neutre, qui est à entendre véritablement quand on est recruteur ou manager, c'est un décalage qui s'installe dans le temps entre la promesse « tenez l'embauche », donc ce qu'on appelle la promesse employeur, et la situation à l'instant T. Donc une déception de la part du cadre, un ressenti, voilà, un décalage par rapport à ses aspirations, ses attentes. Pourquoi ? Parce que les cadres démissionnaires, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent avant toute chose de meilleures conditions d'emploi. Donc j'ai évoqué la rémunération, mais aussi un travail plus intéressant, donc un renouvellement de leur intérêt dans le travail, mais aussi des missions qui leur sont confiées, et enfin de meilleures perspectives d'évolution professionnelle. D'où l'importance extrême de l'entretien de départ ou l'entretien d'onboarding. Peut-être quand même avant, un point quand même sur lequel on peut revenir un instant, c'est sur le temps de recrutement désormais, puisque ça c'est une conséquence aussi du contexte que l'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. On est dans un contexte de marché toujours favorable, avec des tensions de recrutement qui se sont installées déjà il y a plusieurs mois, voire 2-3 ans, qui perdurent, qui vont persister. On le mesure très bien à travers un baromètre qu'on publie tous les 3 mois. Donc le dernier a été présenté à la presse tout début novembre. Et pour le 4e trimestre de cette année, on a 3 entreprises sur 4 qui anticipent des difficultés pour recruter. Donc ce contexte se traduit aussi par un allongement de la durée de recrutement, comme vous le dites, puisqu'on est passé de 9 à 12 semaines en l'espace de 3 ans. Et là, c'est pour les cadres. C'est un délai moyen, je rappelle, parce que certaines entreprises peuvent aller jusqu'à 15-16 semaines. Donc on voit bien l'investissement que ça demande pour, en temps, voire en investissement également, en argent, puisque ça peut être une perte d'activité de chiffre d'affaires si on ne recrute pas rapidement. Donc on voit bien les conséquences, l'impact que ça peut avoir, d'où l'importance de bien analyser aussi les causes du départ dans des entretiens qu'on appelle d'offboarding à mener de manière plus systématique. On va y venir. Simplement un point sur le télétravail. On le voit partout, on l'a lu, on le lit aussi dans votre étude. 60% des cadres, c'est ça, ne prennent pas le poste s'il n'y a pas de télétravail. Oui, quand j'ai évoqué l'attente qu'ont les cadres justement d'avoir de meilleures conditions d'emploi, de travail, le télétravail en fait partie. On a aujourd'hui plus de 60% des cadres qui ne rejoindraient pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail. Donc on voit bien que le télétravail s'est installé et
Et on ne reviendra pas à la situation d'avant, hein. Alors comment on répond à cette situation-là? Comment on fait pour fidéliser les cadres finalement? Alors, oui, je voulais venir un instant juste sur la slide, et j'ai une slide qui est intéressante justement qui montre la proportion d'entreprises qui aujourd'hui réalisent donc des entretiens de départ, et on voit sur cette diapo qu'on a une différence marquée selon la taille de l'entreprise. Bien entendu, les grandes entreprises sont plus outillées, mieux armées, elles réalisent ces entretiens d'onboarding plus régulièrement, puisque plus de 80% le font occasionnellement, même si elles ne sont que 32% à le faire systématiquement. Au global, toute taille d'entreprise confondue, on n'est qu'à 35% qui le font systématiquement. Ouais. Et on sait toute l'importance de le faire régulièrement, voire systématiquement, justement pour pouvoir les consolider, ces analyses, et trouver des leviers d'action justement pour résorber, freiner ce turnover. Les entreprises ne disent pas que le turnover est négatif en soi. Il faut du turnover, du bon turnover. Vous parlez d'un turnover sain. Un turnover sain. Dans votre étude, vous mettez le turnover sain. Un turnover sain. Qu'est-ce que c'est que le turnover sain? Tant qu'il reste raisonnable, tant qu'on n'est pas dans les 20%, comme on a trouvé dans les entretiens qu'on a menés avec certaines entreprises, dans les services, sur des métiers à forte tension dans le numérique ou dans la data. Là, c'est extrêmement élevé, et c'est d'autant plus compliqué de pouvoir trouver le candidat qui va remplacer la personne qui est partie. Alors sur les intentions de mobilité, vous dites aussi dans votre étude, votre étude fait apparaître 37% des cadres qui déclarent avoir une intention de mobilité dans les 12 mois qui suivent. C'est bien ça, c'est sur les 12 mois? Tout à fait. Alors, tout à fait. Juste un point pour dire que la banque, le turnover, c'est 10%. Je pense que c'est un turnover qui doit être à peu près sain, oui, par rapport à ce que vous disiez. Oui. Mais 37%, c'est beaucoup. Alors attention, on est bien sur des intentions, hein. Oui. Donc des intentions à 12 mois. Voilà. Après, c'est un peu comme les intentions de se reconvertir. Tous les cadres ne vont pas passer à l'acte. Donc il y a toujours un décalage entre l'intention et la réalisation. Donc en réalisation, on est plutôt autour de 10-12% de mobilité externe chez les cadres. Voilà. D'accord. Donc ce qui traduit un turnover, on va dire, plutôt raisonnable. Alors bien sûr, on peut avoir des activités, des secteurs où on a des turnovers beaucoup plus élevés, comme dans l'informatique ou le numérique. Oui, c'est sûr, des métiers vraiment très en tension pour le coup. Très en tension parce que on est, je le rappelle, sur des secteurs qui recrutent fortement, qui sont les activités informatiques, les activités d'ingénierie R&D, mais aussi celles du conseil. Donc ce sont des secteurs fortement recruteurs où on a une fluidité du marché, donc beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, de par le fait qu'en France, les cadres sont enclins à changer régulièrement d'entreprise, assez souvent. Nous avions à une époque une entreprise... Pardonnez-moi, vous dites en France parce que vous avez comparé avec d'autres... Oui, alors on avait à une époque une étude européenne qui nous permettait de mettre en perspective ce chiffre par rapport à d'autres pays européens. Et à l'époque, j'avais tendance à dire, et je pense que c'est toujours le cas, même si on ne l'objective pas tout à fait aujourd'hui, mais le cadre français est le champion européen de la mobilité externe. Donc il est celui qui bouge le plus. Voilà. Alors attention, c'est le changement d'entreprise, c'est pas nécessairement la mobilité géographique. Hein, voilà. Donc ne pas confondre. Oui. Ok. Alors, comment réagissent les entreprises face à cette situation-là? Vous avez aussi, alors d'abord vous avez comparé les situations selon la taille des entreprises. Hein, et puis ensuite vous avez dégagé 10 leviers, hein, c'est ça? Tout à fait. Peut-être déjà sur la taille des entreprises, si on peut... Tout à fait. Dans notre étude, on a mené à la fois des entretiens qualitatifs, donc avec à la fois des dirigeants, des recruteurs, mais aussi des consultants experts en ressources humaines, et un travail aussi quantitatif de manière à avoir quelques données pour objectiver ce qu'il en est. Justement, quelles sont les réactions des entreprises? Elles se disent préoccupées, justement, face au turnover, et la situation est marquée selon la taille de l'entreprise. On le voit très bien sur cette diapo, puisque les grandes entreprises sont à 57% préoccupées par les départs
de leurs salariés ou par les risques de départ. Et on voit très bien le contraste entre les grandes et les petites entreprises. Je prends l'autre extrême, donc les entreprises de moins de 10 salariés, les TPE, donc qui sont seulement 19% à se préoccuper de cela. Et si on regarde celles qui passent vraiment à l'acte et qui mettent en œuvre des actions, là aussi, elles ne sont qu'une sur deux et plus majoritairement dans les grandes entreprises. Oui, bien sûr. Et donc on verra tout à l'heure, lors de la table ronde, où en sont les banques par rapport à cette question. Tout à fait. Est-ce qu'elles sont sensibilisées, plus ou moins? Et si oui, on verra. Être sensibilisé, c'est une chose, mais ensuite, il faut passer à l'action et mettre en œuvre. Alors justement, les leviers. Des solutions. Alors les leviers, justement, c'était aussi l'objectif de cette étude, c'était aussi d'identifier des leviers d'action permettant à l'entreprise de construire, de bâtir une stratégie, une véritable stratégie de fidélisation, tout en sachant que il est plus convenable d'avoir une démarche structurée en la matière. Hein. Et ça commence, on le voit très bien sur ce schéma, quand je dis démarche structurée, c'est une démarche tout au long du parcours des salariés qui commence dès l'embauche. Dès l'embauche, j'ai évoqué tout à l'heure la promesse à l'embauche, la promesse employeur qui est extrêmement importante. Ne pas se tromper, ne pas faire de surpromesses qui peut se retourner à l'encontre de l'entreprise à un moment donné. Un effet déceptif. Un effet déceptif. Voilà ce pourquoi on ne va pas nécessairement rester ou se projeter dans l'entreprise. Après, ce sont les premières années lors desquelles on constate, comme je l'ai évoqué, un certain nombre de démissions précoces, fortement chez les cadres, et tout au long du parcours, jusqu'au départ, qui se produira tôt ou tard. Donc cet entretien de départ, d'offboarding, qui est extrêmement important. Je reviens sur les leviers qui sont présentés dans cette slide un peu patchwork, puzzle, voilà. On en a identifié un certain nombre. Je ne vais pas tous les nommer. J'aurais tendance à dire mieux fidéliser, c'est avant tout mieux recruter, mais c'est aussi mieux manager. Hein, et mieux recruter, c'est notamment penser différemment l'évolution des rémunérations par rapport au fait que j'ai souligné tout à l'heure, que c'est le premier facteur aujourd'hui qui est jugé essentiel par les cadres pour rejoindre une entreprise. C'est une préoccupation régulière des cadres. Ils sont très préoccupés par leur perte de pouvoir d'achat. Donc le sujet de la rémunération est un sujet numéro 1. Donc vraiment être attentif à ce sujet-là. C'est aussi entretenir une bonne ambiance de travail et le travail collaboratif. Donc l'ambiance de travail est aussi un critère jugé très important par les cadres. Et je rappelle, c'est un enjeu important, et nous y reviendrons dans une étude à paraître sur les pratiques managériales. C'est un dilemme qui s'installe aux yeux des managers, justement, comment concilier le suivi individuel et la gestion du collectif. Donc une attention toute particulière, et c'est un levier sur lequel travailler justement pour fidéliser. Et enfin, c'est aussi favoriser l'évolution professionnelle des collaborateurs. Là aussi, les cadres expriment une forte attente en la matière, et à travers cela, c'est aussi accompagner le développement de leurs compétences. Et rapidement, quand j'évoque tout à l'heure manager autrement, c'est aussi témoigner de la reconnaissance. La reconnaissance salariale, c'est bien, mais c'est une fois par an. Donc la reconnaissance, ça se travaille, c'est du quotidien. C'est du long cours. C'est du long cours, ça s'entretient. Comment motiver son collaborateur, comment l'encourager, comment le féliciter quand c'est le cas. Si on ne le fait pas, c'est autant de facteurs pour démotiver le cadre. Et alors justement, pardonnez-moi, juste une incise, vous dites, il faut repérer les moments clés, et il faut aussi repérer les profils. Donc, dans votre étude, les profils rares, vous faites une catégorisation, vous catégorisez, vous dites il y a des profils dits rares, il y a ceux qui sont clés, et puis il y a les talents. Et donc, comment on ne les gère pas de la même façon, j'imagine? Voilà, c'est tout. On le sait, les grandes entreprises travaillent beaucoup sur la question, justement, à travers ces réflexions sur les hauts potentiels, sur les talents, et ceci dans une logique d'anticipation.
justement, parce qu'on le sait que les salariés ne resteront pas toute leur vie professionnelle dans l'entreprise. Leur carrière, oui. Donc c'est comment anticiper et préparer l'évolution des personnes qu'on a pu repérer comme potentielles et qui peuvent évoluer vers la fonction managériale ou vers des fonctions d'expertise sur lesquelles on peut compter en matière de compétences. Donc c'est tout ce travail qui est à faire, à repérer, à anticiper pour que ça se passe bien, si je puis dire. Sinon, on retombe dans les travers. Si on attend de se retrouver devant le mur, comme on a pu le constater dans certaines PME, qui ont conscience de cela, mais qui sont reprises par le quotidien et qui ne peuvent pas le faire et se retrouvent dans la difficulté de recruter nécessairement. Je reviens sur manager autrement, donc c'est témoigner de la reconnaissance, mais c'est aussi veiller à l'intérêt au renouvellement des missions, c'est important aussi aux yeux des cadres, être attentif à la charge de travail et à l'épanouissement du cadre, je pense à l'équilibre subtil entre vie pro et vie perso, là aussi c'est important, et aussi laisser suffisamment d'autonomie à ses collaborateurs, c'est important. C'est tout le dilemme entre justement ce juste équilibre, ce savant dosage, si je puis dire, entre contrôle et autonomie. Autonomie. Il en faut du contrôle, pas trop, mais il faut aussi de l'autonomie pour laisser davantage d'initiative, lâcher la bride, si je puis dire, aux collaborateurs pour qu'ils donnent le meilleur. Voilà, autonomie sur finalement ce qui fait la mission ou la fonction, et aussi peut-être souplesse sur un certain nombre de contraintes. Exactement, ça va de pair avec la souplesse. Si on veut obtenir le meilleur de ses collaborateurs, d'autant plus chez un cadre qui par définition est plus autonome, mais l'autonomie, c'est pas notamment l'indépendance, on n'a pas de compte à rendre, donc il y a des jalons à poser, il y a un certain nombre d'échanges, on n'attend pas l'entretien annuel pour échanger avec son collaborateur, ce qui peut encore exister dans certaines entreprises, des aberrations comme celle-là. Bon, c'est assez peu fréquent dans les grandes entreprises, fort heureusement. Oui, alors il y a 10 leviers. Alors vous n'avez pas tous les déclinés là aujourd'hui. Je propose moi à ceux qui nous écoutent d'aller voir votre étude que l'on pourra d'ailleurs télécharger si vous en êtes d'accord, bien sûr, bien sûr. Sur votre site, mais c'est déjà le cas, mais aussi peut-être sur celui de l'AFB. Bien sûr. Vous dites le marché du travail va rester dynamique. Alors qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Alors, le marché de l'emploi cadre résiste beaucoup mieux que pour les autres catégories professionnelles. Pourquoi ? Parce que le marché est tiré par des gros secteurs recruteurs. Je les ai évoqués, activité informatique, ingénierie R&D. Les activités informatiques, c'est beaucoup de cadres informaticiens. C'est aussi l'ingénierie et enfin tout le secteur du conseil, mais aussi banque, la banque et l'assurance. Ce sont tous ces secteurs des services qui font 75% des recrutements chaque année, je le rappelle, et qui recrutent fortement, notamment sous l'effet des transformations. Il faut penser à la transformation numérique qui a déjà commencé il y a quelques années. On parle beaucoup de la transition écologique aujourd'hui, qui devrait permettre aussi de recruter de nouvelles compétences et qui va aussi verdir un certain nombre de métiers chez les cadres. Donc, bien sûr, on a des aléas conjoncturels qui peuvent freiner le marché, comme on l'a vu avec la crise sanitaire, comme on l'a vu plus il y a quelques années, donc avec la crise des subprimes. Mais globalement, je rappelle, il faut revenir à il y a 30 ans, 1993, pour retrouver les dernières destructions d'emplois cadres. D'accord. Donc le marché, globalement, continue à progresser, est créateur d'emplois, de par le fait aussi qu'il est soutenu par ces secteurs, mais aussi par l'investissement. C'est l'investissement qui est très moteur dans les recrutements et à la marge, le remplacement des départs à la retraite. Alors, votre étude est un outil. Clairement, c'est un outil pour les ressources humaines, c'est un outil pour, comme vous dites, trouver les leviers, peut-être en améliorer certains. Notamment pour les entreprises de petite taille, dont ne font pas partie les entreprises de la banque, de l'assurance, ce sont des grandes structures. Il peut y en avoir, mais il peut y en avoir, mais de façon moindre, mais surtout les petites structures qui n'ont pas tous les outils. Donc cette étude est aussi destinée pour eux, mais aussi pour les cadres.
Merci. Mais d'ailleurs, une question encore pour conclure. La prochaine étude, c'est quand? C'est quoi? Ça porte sur quoi et c'est quoi? Alors, la prochaine publication de l'APEC, c'est ce jeudi 23 novembre. Et nous publierons donc l'édition 2023 de notre baromètre annuel des pratiques managériales. Donc, on va reparler de l'importance de comment manager, mais aussi sur le fait que aujourd'hui la fonction managériale attire encore, contrairement à certaines idées reçues. Donc ceux qui le sont veulent le rester. Je fais un peu de teasing. Hein. Oui, je et on a toujours une proportion équivalente de non-cadres qui souhaitent le devenir. Oui. Après, si on se projette un peu plus loin, sans citer toutes les publications, nous en avons une très intéressante et qui devrait intéresser beaucoup d'entreprises, notamment dans la banque et l'assurance. C'est le sujet de la qualité des conditions de vie de travail, QVCT, hein, oui. Tel que les cadres l'aperçoivent en entreprise. Pierre Lamblin, merci beaucoup merci pour ces éclairages. Et puis, la table ronde qui va suivre, je suis sûr, vous intéressera, puisque vous allez avoir là aussi des témoignages très concrets des banques, des représentants des banques, et peut-être que ça viendra aussi apporter son obol à vos travaux. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette table ronde où nous allons, cette 6e édition des rencontres AFB qui va être consacrée donc à la fidélisation des collaborateurs dans le secteur bancaire avec les deux axes majeurs qui sont d'abord les enjeux bien sûr et puis les initiatives que les différents groupes bancaires ont pu expérimenter, adopter, améliorer et peut-être lancer aussi pour certains qui seraient en cours. On voit que c'est un sujet effectivement très dynamique. Merci Virginie Donran, vous êtes DRH de Louvre Banque Privée. Merci d'être avec nous. Stéphanie Roche, responsable recrutement et diversité du groupe Société Générale. Merci de votre présence. Frédéric Guyonnet, vous êtes président du syndicat national de la banque, le SNB. Bienvenue. Cécile Tricon-Bossard, DRH de Natixis, bienvenue également, et Reynald Chapuis, DRH en charge de la transformation digitale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé, c'est parfait, merci beaucoup. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, avec vous, Stéphanie Roche, donc 117 000 salariés dans le groupe Société Générale, sur l'ensemble de la planète, j'ai envie de dire. Ça vous donne un poste d'observation tout à fait privilégié pour évaluer ces enjeux de fidélisation des collaborateurs. Comment vous percevez, vous, ces enjeux ? Alors, effectivement, c'est très important de suivre cette fidélité de nos collaborateurs et je dirais même que l'engagement va de pair avec la fidélité. Ce qu'on constate, c'est que si vous ne soutenez pas ou si vous ne travaillez pas certains axes de votre politique ressources humaines pour fidéliser vos collaborateurs, vous allez vous retrouver confronté à un taux de turnover particulièrement important, à des difficultés de recrutement au-delà de ça, et puis à une efficacité opérationnelle de votre banque qui va se retrouver dégradée puisque vous allez perdre vos effectifs expérimentés, vous allez perdre vos talents. Donc il est extrêmement important de travailler la fidélité et l'engagement des collaborateurs. Et vous disiez dans votre politique RH, quand on préparait un peu la table ronde, vous disiez on a quatre axes finalement. J'avais noté l'environnement de travail. Enfin, on a effectivement 4 thématiques qu'on peut présenter sur lesquelles il va y avoir derrière des leviers de fidélisation de nos collaborateurs. La première, c'est de faire en sorte que leur parcours d'évolution professionnelle soit à la hauteur de leurs ambitions. C'est extrêmement important. La seconde, c'est qu'il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le troisième axe, c'est le fait qu'on puisse fournir à nos collaborateurs la possibilité d'avoir un impact positif sur les thématiques sociétales et environnementales, non pas forcément par rapport à leur métier propre occupé, mais aussi par des actions que l'entreprise va développer qui vont leur permettre d'avoir cet impact positif. Et puis le dernier, c'est aussi de favoriser un environnement de travail bienveillant, une ambiance, un esprit d'équipe, parce qu'on sait que la génération Z est très très sensible à ces points-là. Alors, nous verrons tout à l'heure, de façon concrète, comment vous déclinez finalement ces 4 points. Cécile Tricon-Bossard, pour Natixis, comment vous percevez-vous alors ces enjeux de fidélisation ? Alors pour Natixis, c'est 13 000 collaborateurs dans le monde. C'est des métiers de banque, d'investissement et puis d'asset management. Quand on regarde sur ces dernières années, finalement, on a eu post-Covid, comme beaucoup d'entreprises dans l'industrie financière, une année 2022 particulière avec des taux de démission qui ont augmenté. Alors c'est resté malgré tout assez mesuré, parce qu'on est en dessous de 4% de démissions par exemple en France, mais néanmoins des taux de démission qu'on n'avait jamais connus. Ça, c'était lié à la fois à un environnement, à un marché de l'emploi qui était effectivement très en tension avec l'arrivée des banques américaines post-Brexit, par exemple, sur Paris, mais aussi sans doute lié à des nouvelles attentes des collaborateurs après des périodes du Covid, des attentes autour de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, autour de la qualité du management, d'un environnement de travail inclusif, d'attentes aussi de changement, tout simplement, sur le plan professionnel, apprendre des nouvelles choses, changer de métier. Voilà, tout ça a été effectivement des événements marquants et donc ça nous a conduit à mettre en place un certain nombre de sujets autour de l'expérience collaborateur, une expérience collaborateur engageante, en travaillant encore plus les sujets de diversité et inclusion par exemple, en travaillant sur les sujets du management, de l'autonomie qui est accordée à nos collaborateurs. Ça nous a aussi conduit à travailler sur la flexibilité du travail, évidemment plus de télétravail, mais aussi une autonomie donnée aux collaborateurs dans les missions qui leur sont confiées, par exemple, plus de responsabilisation au quotidien, et puis un élément essentiel autour de la mobilité. Alors, oui. Voilà. Alors, on y reviendra là aussi, puisque on verra comment vous mettez en œuvre tout cela, comment c'est perçu, les évaluations, et puis je sais que vous avez un certain nombre de dispositifs précis. Vous pourrez nous les présenter en détail tout à l'heure. Reynald Chapuis, alors, pour Crédit Mutuel, moi j'avais compris qu'il y avait 3 mots-clés. Oui, alors pour le plan stratégique à venir, donc ensemble performance solidaire, donc le premier mot c'est ensemble déjà, donc c'est en tout cas une affirmation à la fois culturelle, mais cette question de la fidélisation en fait elle se traduit d'ailleurs dans cette question du commun, du ensemble, y compris sur la question de la construction d'une promesse employeur. Les 3 mots-clés en fait qui vont rythmer le plan, c'est à la fois l'attractivité, parce que c'est vrai qu'on a des enjeux quand même dans nos métiers d'attractivité, de marque employeur, la partie fidélisation et puis la partie équité. Et les 3, effectivement, fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que le fait, effectivement, d'être pleinement heureux, épanoui, de se développer, d'être utile, de savoir qu'on reconnaît mon utilité, d'être capable de développer aussi mon utilité au travers de la formation ou du parcours ma carrière, c'est vraiment un support, en fait, à la fois de fidélisation, mais aussi d'attractivité. Notamment, on utilise beaucoup la cooptation dans nos métiers, parce que parler culturellement du Crédit Mutuel, des valeurs mutualistes, de nos engagements, par exemple, sur nos impacts, nos projets d'impact terrain. C'est un vrai support de fidélisation. Mais effectivement, vous parlez d'attractivité. Avant de fidéliser, il faut déjà attirer. C'est ça. En tout cas, je dis la fidélisation, c'est aussi un sujet de l'attractivité. Oui. Et c'est vrai que penser en tout cas à l'ensemble, c'est plutôt c'est un logiciel, en fait, c'est un système. Un collaborateur, effectivement, qui est heureux. Aujourd'hui, ils sont 76% à se dire engagés pour le groupe. C'est aussi un moyen, effectivement, aussi d'attirer. Alors on y viendra effectivement parce que derrière tout ça, il y a aussi les politiques envers les alternants qu'il faut garder une fois qu'il faut garder. C'est mieux de les garder, si possible, quand ils ont fini leur formation. Mais on va y revenir tout à l'heure. Donc Virginie
Donran pour Louvre Banque Privée. Alors peut-être déjà situer votre champ d'action. Tout à fait. Donc Louvre Banque Privée, c'est la banque privée de la Banque Postale et du groupe La Poste et de la Caisse des dépôts. Donc on a une activité qui est centrée sur du conseil en banque privée, donc des clients qui ont une surface financière supérieure à 250 000 euros d'actifs, mais aussi une activité de gestion d'actifs sous mandat et de solutions de vente immobilière. Voilà. Donc c'est Louvre Banque Privée et ça représente 550 salariés, donc tout petit, voilà, dans un groupe qui en compte plus de 200 000. Et vous disiez, pour fidéliser, il faut les accompagner pour les faire grandir. Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs choses pour cela. Déjà, on s'appuie donc sur un groupe qui est solide avec un parcours de carrière, enfin comme dans les autres banques, où on essaye de détecter le potentiel de nos collaborateurs. Mais alors ce qui est important, sur lequel il faut qu'on insiste, c'est que on a aussi on va dire une ligne directrice qui est la satisfaction de nos clients. Et c'est vrai que pour faire grandir nos collaborateurs tout en satisfaisant nos clients, bien évidemment, il faut qu'on s'adapte, qu'on propose des parcours de formation qui les intéressent, qui les motivent à rester et à poursuivre avec nous. Ok. On y reviendra aussi. Frédéric Guyonnet, alors le SNB, on a parlé de grande démission. Et puis finalement, l'APEC nous dit non, c'est pas une grande démission en France, en tout cas, c'est une grande rotation. Et nous indique, on a entendu tout à l'heure Pierre Lamblin, le directeur des études de l'APEC, qui, au regard des résultats de leur dernière enquête, en fait, indique notamment que 72% des missionnaires post-Covid ont retrouvé un emploi dans les 12 mois. Mais quel est votre regard à vous? Quel est le regard du SNB sur cette grande rotation? Alors nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un avant et un après Covid. Alors, dans le secteur bancaire, il y a toujours eu un turnover. Avant Covid, quelqu'un qui partait de la Société Générale, on pouvait le retrouver au Crédit Mutuel ou inversement, ou dans les banques populaires, etc. Aujourd'hui, les salariés qui s'en vont quittent complètement le secteur bancaire et vont refaire autre chose. Ils partent dans l'enseignement, ils partent monter leur entreprise. Ils cherchent un sens à leur métier, à leur vie professionnelle. Et ça, c'est un grand changement qu'il y a eu depuis la période de Covid. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu constater. Quand vous le constatez avec des études, avec comment vous vous appuyez? On fait des études au niveau du secteur bancaire une fois tous les 2 ans au niveau du SNB. Et puis, on est en contact avec le terrain, évidemment, avec les salariés. Et donc, on fait cette analyse-là, on contacte les personnes qui s'en vont. On a évidemment un taux de pénétration en termes d'adhérents qui est assez important au niveau du secteur bancaire. Évidemment, quand quelqu'un quitte le secteur bancaire, il réside chez nous, donc on s'intéresse évidemment à cela. Alors on verra d'ailleurs, quand on parle du secteur bancaire, il y a une grande diversité, on le sait tous, dans le secteur bancaire, diversité, on vient de le voir avec vous tous, mais diversité dans les activités, diversité aussi parfois dans les volumes d'équipes, des personnels, on l'a vu là aussi. Donc on reviendra là-dessus. Il y a plus de 200 métiers différents dans le secteur bancaire. Oui, c'est ça, ça absolument. C'est important. Voilà. Et puis il y a le retail, puis il y a la BFI, et puis il y a un certain nombre, effectivement, de métiers très différents. Et puis il y a le back-office aussi, voilà. Alors, on a vu dans l'étude de l'APEC qu'il y avait, pour question fidélisation, des moments clés. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous, en réalité, et voir d'ailleurs si vous êtes plutôt en phase ou selon les métiers, selon les établissements, les groupes, il y a peut-être des nuances à apporter. Monsieur Lamblin de l'APEC nous indiquait parmi les moments clés, la fin de la période d'essai, les 12 à 18 mois, et puis quand on a dans les 30 et quelques années, 35 ans, et puis encore après. Alors je ne sais pas qui, Reynald. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'expérience collaborateur. On pourrait d'ailleurs, c'est symétrique avec la question de l'expérience client. Un salarié heureux fait un client heureux. Et donc, en fait, il y a tout un tas de moments de vie, on va dire, dans son parcours naturel de salarié. Donc, il y a effectivement l'arrivée. Il y a la question, effectivement, aussi de son intégration.
Donc cette partie-là, souvent, en fait, on la traite tous sur cette question finalement d'embarquement ou d'onboarding. C'est comment accompagner, en fait, à la bonne compréhension à la fois de son environnement de travail, de ses perspectives de travail, de la question des avantages salariés, des perspectives aussi d'évolution en France, à l'étranger, etc. Sur la question aussi du cadre qu'offre un groupe. Par exemple, pour nous, je parlais de promesse employeur, cette promesse s'entend pour les 80 000 salariés du groupe. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit pour garantir finalement une évolution? Et à l'intérieur de ça, et c'est un vrai challenge pour les métiers de la RH, c'est la question de passer justement d'une approche relativement standardisée de la RH à une approche complètement personnalisée. On va faire de la personnalisation de masse au travers à la fois bien de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle va faire, évidemment, comment on mobilise ses compétences, et puis la question de qu'est-ce que propose l'employeur en matière de vie, c'est-à-dire la parentalité, bien sûr, la question de la maladie, la question du handicap. Et tous ces moments-là, mais à l'instar de ce qu'on va avoir pour des clients, sont des moments en fait, qui cristallisent finalement des attentes très fortes, auxquels en fait nous sommes conduits, alors à la fois parce que le cadre légal nous oblige en matière de sécurité du salarié, bien sûr, mais au-delà de ça, comment en fait on apporte des solutions qui, elles, du coup, relient concrètement le salarié à l'employeur. Moi, je me souviens, vous avez parlé de Covid tout à l'heure. On avait fait une enquête en fait sur le comment allez-vous pendant cette période, et on l'a fait tous les 6 mois. Et bien, en fait, plus on le faisait, plus les salariés en fait nous disaient de manière extrêmement bienveillante et gratifiante que c'était vraiment super, simplement qu'on leur pose la question. Et je pense que cette question finalement des parcours et des moments de vie, il n'y a pas plus un moment qui est important qu'un autre. J'ai envie de dire, en fonction de chacun, on ne va pas avoir la même relation finalement à ces moments. Et donc c'est comment on y répond, et comment on y répond de manière personnalisée. Et c'est ça le défi pour la RH, c'est comment demain on saura personnaliser le parcours, l'expérience collaborateur de A à Z, y compris bien sûr sur la question du parcours professionnel, la question de la parentalité, je l'ai dit, la question du handicap, la question de la maladie. Et c'est ça pour moi qui fera la différence en fait entre des métiers, on va dire, des secteurs qui cherchent à attirer et d'autres qui finalement n'auront pas pris ce tournant. Cécile Tricon-Bossard, vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, la période qui est vraiment essentielle, si on parle purement de fidélisation, c'est les 5 premières années. Si on a passé le cap des 5 ans, on voit que le collaborateur, en fait, les taux de démission chutent. Donc, on a vraiment des collaborateurs qui sont beaucoup plus fidèles. Par contre, sur les 5 premières années, effectivement, c'est des moments un peu sensibles sur lesquels il faut assurer en fait une grande proximité avec le collaborateur pour qu'il puisse prendre ses repères, créer son réseau, comprendre dans quelle entreprise il évolue, quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut lui offrir, comment il peut naviguer un peu dans le réseau de l'entreprise. Et puis, c'est aussi le moment où on génère... Souvent, il y a effectivement le sujet de la parentalité, effectivement, qui vient d'être évoqué. C'est un temps fort. Tous les moments, en fait, qui sont riches en émotions. Malheureusement, je suis malade. Je vois ce que mon entreprise fait pour les salariés handicapés d'une manière générale. L'engagement qu'il a sur les femmes, par exemple. Si on veut engager les femmes dans l'entreprise, si on veut qu'elles s'autorisent à avoir des carrières comme elles doivent l'avoir, il faut leur montrer effectivement que l'entreprise est engagée sur ce sujet-là. Donc c'est tout ce qui va à la fois créer de l'émotion et montrer que l'entreprise est présente et qu'ils sont des personnes, qu'ils sont considérés comme des personnes au sein de l'entreprise, et puis tout ce qui va avoir trait à l'utilité de leur emploi, le sens qu'on donne au travail de banquier. Et ça me paraît très important. Effectivement, Frédéric disait, après le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que c'est essentiel qu'on puisse effectivement montrer que, quel que soit le métier, dans la banque, on a une utilité dans l'économie, on a la capacité d'être transformant. Et puis, quand on voit la jeune génération, qui est effectivement très sensible, évidemment, au sujet de ESG, que dans le métier de banquier, eh bien, on accompagne nos clients dans la transition climatique, environnementale, technologique, sociale, etc. Et peut-être que le contexte que nous vivons nous aide à dire des choses que l'on ne disait peut-être pas suffisamment, et puis à agir, bien sûr. Virginie Donran, sur le onboarding. Alors sur le onboarding, chez Louvre, on procède un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on suit très près la période d'essai. 550 salariés. 550 salariés. Donc effectivement, il y a un temps d'échange à la fois avec le manager et avec le RH qui sur la période... sur les 6 mois qui suivent l'arrivée du salarié. Puis après, on a un temps qui est un peu plus long sur la banque privée parce qu'on est sur des métiers d'expertise.
qui font que les personnes apprennent et en général sont satisfaits, je dirais, dans le développement de leur expertise. Donc on les accompagne au travers d'un plan de formation. Mais ce temps de rotation, quelque part, il est un peu plus lent. Et effectivement, on arrive sur des collaborateurs qui s'interrogent sur leur parcours, enfin là plutôt sur l'expertise métier, au bout de 4-5 ans. Voilà. Et après, effectivement... Donc une périodicité un peu plus longue. Un peu plus longue. Liée au métier. Liée au métier, oui, tout à fait. Stéphanie Roche, oui. Alors vous avez même du pré-onboarding, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer effectivement, sur le périmètre de la banque de détail, on recrute beaucoup de collaborateurs par an et on recrute de plus en plus sur des profils pas forcément experts bancaires, puisque aujourd'hui, on sait que des formations bancaires, il ne sort pas suffisamment de jeunes diplômés correspondant aux besoins de nos banques sur le territoire français. Donc on recrute sur les compétences et les appétences des candidats, ce qui veut dire qu'on est particulièrement attentif à cette période d'onboarding et donc de pré-onboarding. Et dans cette étape de pré-onboarding, on a mis en place une application mobile. Et voilà, concrètement. Voilà, que les candidats téléchargent avant même d'arriver dans nos locaux. Et donc, en amont, pendant la période où ils effectuent leur préavis avant d'arriver chez nous, ils vont avoir sur cette application mobile des informations qui leur seront poussées sur le groupe Société Générale, les valeurs du groupe, sur l'entité banque de détail SG, sur des définitions de métiers qui vont les entourer sur le poste qu'ils vont occuper en arrivant, sur des acronymes bancaires. On sait tous qu'on est friand d'acronymes, donc c'est important avant leur arrivée, en fait, de les immerger dans cette entreprise qui a ses codes, qui a sa manière de fonctionner, qui a une politique RH, des valeurs, et donc ça permet de les embarquer avant même qu'ils soient au sein de l'entreprise. Et ce contenu va jusqu'à présenter des personnes avec qui je vais travailler, par exemple? Alors, on ne peut pas aller à ce point-là dans la personnalisation de l'outil, mais en tout cas, on est en train de le personnaliser en fonction du métier qui est occupé. On va avoir une grande masse d'informations poussées plus particulièrement pour les métiers commerciaux, d'autres pour les métiers de conseiller clientèle à distance, et on aura ensuite du contenu plus pour les fonctions centrales. Vous avez un retour sur... Parce qu'on pousse le contenu, mais il est vraiment consulté? Effectivement. Alors jusqu'ici, c'est un développement très récent qu'on a mis en place à l'été 2023. On a un peu plus de 200 collaborateurs qui ont pu bénéficier de cette application. Et actuellement, elle est évaluée par les collaborateurs à l'issue de leur utilisation à 4,8 sur 5. Et ils apprécient effectivement le feedback qu'ils font à leurs managers, à leurs collègues, c'est qu'ils apprécient d'avoir cette appropriation des codes de l'entreprise avant même leur arrivée. Frédéric Guyonnet, alors on parle beaucoup de promotion des métiers, on parle beaucoup, on vient de le voir, d'attractivité et de la façon dont, une fois qu'on a capté la compétence ou le talent, la façon dont on l'accompagne dès les premiers jours, même avant qu'il soit sur place. Quelle est vos remarques sur cette évolution, puisque en fait là il y a de plus en plus d'actes concrets, on vient de le voir, envers les candidats et envers les nouveaux salariés. Ce qui est sûr, c'est que les salariés qui partent, ils partent pour différentes raisons. Et donc, on a constaté une période où ils partent à 1 an, notamment pour les alternants, 3 ans pour ceux qui ont pris un premier poste. Et effectivement, au bout de 5 ans, comme le disait Cécile, si on arrive à passer la barre des 5 ans, c'est gagné, entre guillemets, mais encore faut-il qu'on continue, bien sûr, à materner ces salariés. Par exemple, à la Société Générale, il peut y avoir des départs parce qu'il y a une grosse réorganisation du réseau avec certaines incertitudes. Et là, du coup, on n'est plus dans cette période 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est un contexte particulier qui fait que les salariés peuvent partir pour des raisons parce qu'il manque de visibilité ou ce genre de choses. Mais ça, c'est chaque entreprise du secteur bancaire a un environnement particulier sur lequel il faut qu'on regarde plus en équation, même si ça a été bien travaillé au niveau de la Société Générale, puisqu'ils ont reçu l'ensemble des collaborateurs qui étaient concernés par la réorganisation pour les rassurer. Mais voilà, ça dépend vraiment en fait du contexte de chaque entreprise. Virginie Doran, la formation
alors on a vu les différentes étapes, hein, les moments clés, le parcours, et il y a de la formation aussi tout au long. Rappelons d'ailleurs que le secteur bancaire est certainement le secteur économique qui a le plus fort pourcentage de formation par rapport à la masse salariale. C'est quand même important de le rappeler. Vous en êtes où, vous, sur ce sujet-là? Sur la formation, ce qu'on propose à nos... En fait, bon, comme toute entreprise, on fait des revues talents, mais le point qui est important, c'est quand on a des collaborateurs qu'on souhaite fidéliser, on propose des formations diplômantes. C'est-à-dire qu'on a des classes de collaborateurs à qui on propose soit d'être formés via l'OREP, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent développer leur expertise, ou le CESB, avec l'École supérieure de la banque. Voilà. C'est des parcours qui, en tout cas, qui sont très... C'est certifiant. Vous me citiez effectivement l'OREP, le CESB, gestion de patrimoine, etc. C'est très concret. C'est très concret. Et il y a un recours important à ces formations, bien sûr. Disons que c'est une marque de valeur, en tout cas, quand on finance ce type de formation en tant que banque. Et puis, c'est reconnu. C'est-à-dire que le salarié ressort avec une véritable expertise, qui est reconnue par le milieu bancaire. Rénal Chapuis, alors vous m'avez parlé d'un plan de métro. Oui. En fait, je reviens un peu sur ce que les uns et les autres vous avez dit. C'est vrai que la question depuis le pré-onboarding jusqu'à la question finalement des incertitudes qui peuvent amener à un moment donné quelqu'un à s'interroger, procède déjà en fait d'un service auquel on ne pense pas forcément, qui est déjà la question des métiers, c'est-à-dire l'information des métiers, vers quoi je peux aller. C'est vrai que quand on fait souvent la diffusion d'une offre d'emploi, elle cristallise effectivement un environnement de travail, un management, une équipe. Bon, ça s'arrête là. Et c'est vrai que comme on a des enjeux sur les 5 ans, on va dire, notamment un pic à 3 ans et demi, 4 ans, le sujet, c'est comment en fait on met en avant finalement les métiers et les différents métiers du groupe. Donc nous, aujourd'hui, on a à peu près... Et leur articulation. Donc, on va venir au plan de métro. Exactement. Donc en fait, on a monté un dispositif d'information qui va évoluer avec la nomenclature d'ailleurs des emplois. Très simplement, en fait, par le biais des compétences, rapprocher en fait les métiers les plus proches. Quand ils ont 2/3 de compétences dans une même famille d'emploi, on les met l'un à côté de l'autre. Et on a fiabilisé ça par rapport à la question de la mobilité sur à peu près 10 ans de paye. Donc c'est un travail de data science. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un plan de métro, en fait, avec des lignes qui sont des familles métiers, mais aussi la capacité d'évoluer avec des parcours Carrefour. Enfin, il y a des métiers Carrefour qui me permettent de changer aussi d'une famille de métiers à une autre. Et c'est vrai que rien que ça, pour avoir commencé, puisqu'on vient juste de le sortir et on commence à le diffuser, rien que ça, finalement, même les RH nous ont tout de suite dit c'est super, enfin ils vont pouvoir voir vers où ils peuvent aller, etc. On est dans une certaine manière sur un service, pour moi, de base, qui est l'information. Déjà, on fait du pré-onboarding aussi, on accompagne aussi, on va dire, en termes de carrière, on fait de la formation, mais la question, c'est vers quoi je peux évoluer. Et le sujet qu'on traite, c'est finalement de prévoir, c'est-à-dire l'imprévoyance pour un salarié, comme d'ailleurs pour nous dans nos métiers potentiels, c'est de dire mais vers quoi je peux aller. Et cette question-là, elle taraude, ce qui est normal. Le salarié, alors a fortiori quand il a des moments, son conjoint déménage, donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Et donc il y a quand même un service un peu minimum qui est de leur dire voilà, la carte du plan de métro des métiers du groupe, c'est ça. Donc ça, on va le diffuser évidemment largement, on va le mettre à jour avec on va négocier une nouvelle nomenclature des emplois, et donc on le mettra à jour. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on aura? On aura la capacité de dire je suis là, j'ai telle compétence, je veux aller vers ça, quel est l'écart du coup de compétences et comment je peux concrétiser mon projet professionnel. Charge à la ligne RH, là, plutôt de venir en complément ou en supplément pour rassurer, pour négocier, parfois aussi pour dire de manière réaliste, il y a des étapes de certification professionnelle, il y a des diplômes, etc. Et donc ça, pour moi, ça va vers ce qu'on veut, c'est-à-dire rassurer les salariés dans leur capacité à évoluer. Et ça marche depuis le sourcing, donc la candidature, jusqu'à évidemment les seniors. Enfin, je veux dire, tout le monde, à un moment donné, a besoin de savoir vers quoi évoluer. Et sur la petite image que j'ai eue, l'extrait de votre plan de métro, j'ai vu qu'il y avait aussi des lignes en pointillé via l'école des directeurs. L'école des directeurs et des directrices, donc la capacité aussi à montrer comment, et notamment en fait pour les femmes, motiver, on va dire, nos meilleures collaboratrices qui veulent évoluer en management, aussi en disant voilà, il y a des étapes clés entre le chargeur d'affaires pro
et les métiers de direction de caisse ou d'agence. Et donc, effectivement, c'est un cas de mobilité qu'on constatait dans la paye, mais qu'on n'avait pas modélisé, parce que là, il y a de l'acquisition de compétences. Et l'idée, c'est aussi de le faire en montrant les certificats professionnels, les diplômes, enfin tout ce qui est qualification professionnelle, qui sont de vrais accélérateurs de carrière, en les valorisant effectivement au sein de cette carte. Et c'est très récent, ça s'applique déjà? Alors c'est très récent, on va le sortir là, donc c'est un peu en avant-première. L'idée c'est de le diffuser sur. C'est un scoop. C'est un scoop, voilà, sur notre intranet. On va aussi le mettre à jour, donc je disais pour la nouvelle nomenclature. Mais l'idée c'est aussi de propager les services adossés à ce type de carto, et puis de se poser des questions aussi. C'est vers quoi on veut faire évoluer avec les partenaires sociaux, vers quoi on veut faire évoluer aussi nos collaborateurs. C'est-à-dire que ces familles métiers, là, on va en créer de nouvelles. On a un projet avec nos partenaires sur le sujet. C'est vers quoi on veut aller. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de 200 métiers dans le secteur bancaire. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont créés. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller toucher à ces métiers. Alors, des métiers sur la data, des métiers autour de l'ESG. Enfin, voilà, il y a pas mal de métiers qui vont aussi venir nourrir, en fait, notre future nomenclature. Et donc, pour lequel il faudra aussi montrer qu'il y a des chemins possibles pour le collaborateur, la collaboratrice. Alors, ces chemins possibles, du côté de Natixis, vous avez une réflexion aussi, bien sûr, plus qu'une réflexion. Tout à fait, plus qu'une réflexion. Effectivement, on a lancé un grand programme qui s'appelle Jobs in Motion, JIM, il y a maintenant 3-4 ans, qui effectivement, dont l'objectif est de favoriser à la fois la formation et la mobilité des collaborateurs. L'idée, c'est de répondre en fait aux attentes qui sont exprimées des collaborateurs qui se disent j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de faire 30 ou 40 ans le même métier, ça c'est fini, la même carrière, et donc de pouvoir leur montrer que dans l'entreprise, en fait, on peut faire plein de choses différentes. Donc on a mis en place, on a déployé maintenant depuis 2 ans un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour justement montrer en fonction des compétences qu'on a, de l'emploi qu'on occupe, quels sont les emplois proches finalement sur lesquels on peut aller de manière assez naturelle, on va dire. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on a appelé notre Step Up Academy qui justement permet d'évoluer vers des métiers où naturellement l'outil Jimmy vous dirait que vous avez 0 chance d'aller vers ce métier-là parce que vous n'avez absolument pas les compétences techniques, l'expertise qui va bien. Donc là, on est vraiment dans du reskilling. On est dans comment est-ce qu'on amène des collaborateurs qui, le plus souvent, sont sur des métiers qui vont être plutôt en déclin dans les années qui viennent et comment est-ce qu'on les amène, en fait, à des métiers qui sont plutôt en pénurie, sur lesquels on a des difficultés de recrutement. Évidemment, les métiers de développeur IT, les métiers autour de l'ESG qui n'existent pas, en fait, les métiers autour de la data, du management de projet, du management de process, par exemple. Et donc, on offre en fait des parcours qui durent 6 mois à 1 an, où le collaborateur est recruté sur ses soft skills, en fait, et ses appétences uniquement. Et puis, pendant 6 mois à 1 an, il va être en alternance avec un parcours de formation dédié et sur son poste avec un tuteur, et il va apprendre ce nouveau métier. On fait généralement ça en partenariat avec des écoles externes, avec l'ESSEC, avec Simplon, par exemple, pour la partie développement IT. Et ça, pour le coup, ça crée une fidélité à l'entreprise qui est absolument incroyable. Parce que le collaborateur, on a des gens qui étaient... Vous l'évaluez, ça. Mais moi, je le vois quand on a les cérémonies à la fin de remise de diplôme, parce que la plupart du temps, c'est diplômant. Une assistante de direction qui est devenue développeur IT, à qui on a donné la chance de changer de métier, un chargé de clientèle, assurance, pareil, on crée en fait vraiment quelque chose de très particulier. Frédéric Guyonnet, on voit là, il y a des réponses à des attentes qui sont exprimées par les salariés, par les collaborateurs. Vous me disiez aussi, quand on préparait, vous me disiez, mais il y a aussi la nécessité d'une proximité. Alors, je l'entends bien pour le retail. Est-ce que c'est la même chose pour tous les métiers ? C'est la même chose pour tous les métiers. En fait, tout ce qui a été dit, que ce soit sur les domaines de la formation, donc on est dans un secteur où la formation, elle est très réglementaire, c'est très pénible, etc. Aujourd'hui, les formations qui plaisent aux collaborateurs, c'est les formations notamment diplômantes, les formations des soft skills, enfin tout ce qui leur permet de valoriser leur parcours professionnel. La cartographie des métiers dont a parlé Rénal Chapuis, ça c'est super important.
Parce que moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le secteur bancaire, dans le réseau, on savait, on faisait conseil d'accueil, CC-Part, conseil pro, on partait sur du patrimonial ou sur de l'entreprise, mais c'était très écrit. Maintenant, il y a du transversal. On peut faire une carrière en transversal. Sauf que pour pouvoir faire cette carrière en transversal, il faut connaître tous ces métiers. Et donc, le conseiller RH a une importance toute particulière pour ça. Il doit maintenant gérer les salariés comme un portefeuille de clients pour pouvoir leur offrir un parcours de carrière adapté. Et c'est là où, en fait, où je dis il faut que la RH soit plus en proximité avec le salarié. Et en fait, elle le peut parce que justement, elle peut s'appuyer sur des outils maintenant d'intelligence artificielle qui permettent, parce qu'aucun conseiller RH ne peut connaître l'ensemble des métiers d'un groupe bancaire, c'est impossible. Par contre, il peut aider le collaborateur à utiliser l'outil, à analyser ce qui va sortir de l'outil et avoir un échange avec lui sur qu'est-ce qui l'intéresse moins, qu'est-ce qui est adapté ou pas. Et ça, rien ne le remplace pour le coup. Alors j'avais prévu qu'on parle de l'intelligence artificielle un peu plus tard dans la table ronde, mais allons-y. Allons-y tout de suite. Je sens bien qu'il y a une attente là aussi sur la table ronde. Oui, c'est important. Moi, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'effectivement, tous autant que vous êtes, vous avez recours désormais à des outils d'intelligence artificielle, vous venez de le dire, Cécile, et notamment pour rapprocher les compétences déclarées, si on peut dire, du collaborateur avec les potentiels postes, enfin les postes potentiels. Alors je ne sais pas qui veut, on reviendra sur puisque vous avez en plus un dispositif très concret chez Natixis, mais peut-être qui veut rebondir ? Peut-être oui, pour repréciser, alors pas propre à Louvre Banque Privée, mais dans le groupe, on a effectivement ce type d'outil qui permet aux collaborateurs de retracer son parcours, de mettre en évidence ses compétences qu'il a pu développer au cours de son parcours et justement de faire le lien avec les compétences qui sont transposables vers différents métiers. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup les conseillers RH à accompagner ensuite lors d'un échange avec le collaborateur sur ce qu'il veut faire et comment on peut l'orienter. Alors bien évidemment, Reynald, voilà, tout le monde l'avait dit autour de la table, il y a l'attente individuelle, les souhaits du collaborateur et la réponse que l'employeur peut amener. Mais c'est vrai qu'il y a cet outil d'auto-certification des compétences pour faire le lien avec les métiers existants dans le groupe. C'est de l'intelligence artificielle qui est déjà en place. C'est l'intelligence artificielle qui ne fait pas peur et qui aide au contraire les salariés et les managers et les RH. Qui est à leur disposition en fait sur LinkedIn tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait dans leur vie personnelle ils peuvent utiliser. Donc s'ils n'ont pas dans l'entreprise le même type d'outils, effectivement la tentation est grande d'aller voir ce qui se passe ailleurs plutôt que de passer un peu de temps à découvrir quelles sont toutes les opportunités qui s'offrent à eux dans leur entreprise. Oui, l'étude APEC d'ailleurs montre l'importance de LinkedIn dans le parcours des salariés en général, pas que dans la banque. Tout à fait. Au sein du groupe Société Générale, effectivement, on a un outil du même type que ce que vous veniez de citer, qui permet aux collaborateurs de déclarer leurs appétences, leurs compétences et leurs expériences passées. Et l'IA va leur pousser, en fait, les offres d'emploi qui sont dans notre bourse des emplois internes qui correspondent à leur profil. Et l'IA va également permettre, au fil du temps, de comprendre quel est le souhait du collaborateur, puisqu'il va déclarer effectivement un intérêt ou non pour les postes poussés, et ainsi affiner au fil du temps les propositions qui lui sont faites dans cet outil, qui est une sorte de CVTech géante pour l'entreprise. Là, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que l'IA apprend. L'algorithme va pousser vers le salarié les propositions. Les offres d'emploi et apprend du positionnement ensuite qui est donné par le collaborateur sur le fait d'abonder dans le sens de la proposition de l'IA ou de dire au contraire non, moi ce poste-là ça m'intéresse pas, ça fait pas partie de mes souhaits en fait. Donc c'est extrêmement intéressant et nos collaborateurs, sur base bien sûr du volontariat, vont mettre leur profil dans cet outil. Oui. Frédéric Guyonnet, sur ce recours à l'IA, quelle est la position du SNB ?
Alors, de l'IA en général ou de l'IA Non, de l'IA associée à la fidélisation des collaborateurs. Non, mais ça, évidemment, on est favorable à ce genre de choses puisque ça va dans le sens des salariés. Maintenant, attention avec l'IA, parce que l'IA, ça permet de faire des calculs sur des choses qui sont récurrentes. Mais par exemple, sur l'exemple qui est donné, si un salarié souhaite changer complètement de voie, et être accompagné avec une formation pour atteindre un nouveau métier, peut-être que l'IA ne sera pas capable, du coup, de lui donner cette voie-là. Donc il faut toujours qu'il y ait l'humain derrière quand même. On est d'accord. Voilà. Et ou une cartographie, ou un plan de métro. Ou la cartographie. Appelons ça comme on veut, chacun l'appellera comme il veut. Il y a à la fois, je pense, le côté effectivement humain qui reste essentiel, et puis il y a le côté, il faut qu'on fasse attention aux algorithmes. Nous, on a le même type d'outils, effectivement. L'algorithme, il se base sur le passé. Le passé ne voilà, on risque de reproduire des carrières. Typiquement, on n'offrira jamais à une femme un poste de direction générale ou de voilà, parce que voilà. Donc il faut quand même faire très attention à ces outils-là sont essentiels, on les utilise, mais par contre il faut être prudent et faire attention à ce qu'il n'y ait pas de biais embarqué. Alors justement, Cécile Tricon-Bossard, puisqu'on parle de l'humain associé à l'IA, ou l'inverse d'ailleurs, l'IA associée à l'humain, vous avez aussi des sessions, des speed job dating, c'est ça? Non, pas des speed job meeting. Meeting, speed job meeting. Bah oui, où là, l'humain reprend toute sa place. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a l'outil Jimmy qui permet aux collaborateurs de se voir pousser des offres d'emploi qui correspondent à ce qu'il a envie de faire. Mais parfois, ça ne suffit pas toujours. Et donc, nos managers recruteurs, qui peuvent parfois avoir du mal à solliciter, à recevoir des candidatures internes, on organise avec eux des sessions de speed job meeting où effectivement, ils ont 10 minutes pour pitcher leur poste. Et pour convaincre des collaborateurs que leur poste est formidable et que voilà. Donc on organise des sessions très régulièrement et les managers recruteurs viennent pitcher ces postes et on a énormément de collaborateurs en fait qui s'inscrivent à ces sessions parce que au-delà de effectivement l'IA ou de l'outil qui est un peu froid, là vous avez en face de vous le manager qui vous recrute. Donc vous voyez à qui vous avez affaire, est-ce que vous avez envie de travailler avec lui ou pas. On renverse un peu la table, non, en disant ça, parce que c'est au manager de convaincre le candidat, si on peut dire. Je crois non plus le candidat de convaincre. Je crois que ça fait un moment que le marché est un peu renversé. Fidélisation, ou plutôt fédérer autour d'un certain nombre d'initiatives, égale fidélisation en tout ou partie, semble-t-il, du côté de Louvre. Oui, je dirais en grande partie chez Louvre Banque Privée. Alors, on a gagné tout récemment le Grand Prix de la philanthropie, qui tourne. Oui, alors, petite précision, c'est l'accès à la santé, la spécialité qui a été gagnée par le Louvre Banque Privée. Notre particularité, c'est qu'on a une politique handicap qui est très engagée et autour de cette politique handicap, s'est greffé un projet d'entreprise. Alors, pour donner des chiffres, on est passé de 2,21 de collaborateurs RQTH chez Louvre à 7,64 entre 2019 et 2023. Voilà. Donc après, tout ça s'est construit et puis autour de ça, on a voulu également, alors bien sûr, sensibilisation des collaborateurs, formation, aménagement de postes, voilà, tout ce qui tourne autour de l'intégration de ces personnes. Et ça a eu un avantage, c'est de développer vraiment l'entraide et la coopération dans les équipes, parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Voilà. Et s'est greffé à partir de là Station Debout, qui est un centre de marche qui permet aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes de réapprendre à marcher, pour lequel Louvre Banque Privée est mécène. Et on a voulu aussi embarquer nos collaborateurs et nos clients dans l'aventure. Pour les clients, c'est une offre philanthropique de mécénat qui est proposée à nos clients banques privées. Et pour nos collaborateurs, on les invite aussi à participer via l'arrondi sur salaire. Et voilà. Et ça a été un projet d'entreprise très fédérateur. Arrondi sur salaire abondé. Abondé de 50% par l'entreprise. Il ne faut pas oublier. Oui. Juste ajouter, dans le même schéma, on a quand même cette question aussi, parce que vous parlez d'humain, de vraiment aussi développer la question de l'engagement humain, qui est un support d'ailleurs d'éminence, de fierté d'appartenance et donc de fidélisation. On a lancé la plateforme de l'engagement, en fait, où les collaborateurs
vont pouvoir, on a démarré la semaine dernière, donc c'est tout frais, et donc venir... Encore un scoop. Voilà, Merci. donner du temps en fait, à des actions de manière bénévole, hein, donc c'est l'employeur qui propose des sujets, alors notamment dans ces sujets, un sujet qui nous tient à cœur évidemment, c'est la question de l'inclusion et la question notamment du handicap. Donc ça démarre très fort, hein, parce qu'on a déjà à peu près pas loin d'1 millier de salariés en fait qui souhaitent en fait venir donner du temps. C'était la semaine dernière, vous voyez, le rythme est plutôt bon. Et c'est vrai que ces sujets, nous on les outille aussi au travers du travail du collaborateur, de résultats du groupe, au travers du dividende sociétal, hein, qui est quand même un enjeu aussi pour nous, c'est-à-dire 15% de nos résultats qui sont mis dans des projets impact, dans lesquels, évidemment, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale vient aussi récupérer des moyens pour des actions positives. Et c'est vrai que dans les enquêtes qu'on fait sur les enquêtes engagement, clairement aujourd'hui, entre la partie ESG et ces enjeux autour de l'engagement dans mon travail, concrètement, ça apporte quoi ? C'est vraiment décisif en matière de fierté. C'est-à-dire, on voit bien des jeunes aujourd'hui diplômés qui disent on ne veut plus travailler avec des groupes bancaires ou autres qui, par exemple, financent des projets carbonés. Nous, on s'est vraiment engagé non seulement à pu le faire, mais aussi à développer des projets à impact. Et je pense que ça, c'est un support de fierté évidemment, mais aussi de rayonnement sur l'attractivité, sur du sourcing de candidats. Oui, ça, je pense que c'est essentiel d'être cohérent entre la manière dont on fait du business. Effectivement, nous, on a dans notre plan stratégique l'accompagnement de nos clients dans leur transition environnementale, sociale, technologique, mais on a aussi une fondation qui permet, autour de des thématiques liées au climat et aux solidarités, aux collaborateurs de contribuer, de participer à des projets. Et on a eu effectivement également, depuis plusieurs années, on a des appels à projets où les collaborateurs viennent sponsoriser des associations avec lesquelles ils sont engagés dans leur vie privée et que l'on va accompagner si elles sont choisies par un vote de l'ensemble des collaborateurs comme étant des projets. Voilà, on parle bien de l'adéquation de la promesse avec la réalité finalement et les attentes des candidats et aussi de ceux qui sont déjà là quand même. Hein. Complètement, bien sûr. Pas seulement les candidats. C'est même un alignement, c'est entre les valeurs qu'on a, l'expérience de travail que j'ai et comment en fait au concours, c'est vraiment une logique d'alignement complète. Et ça, c'est... Stéphanie Roche, oui. On a constaté également que ces actions d'engagement collaborateur au profit d'associations avaient un réel poids et amené une fierté, y compris pour ceux qui entourent nos collaborateurs, ceux qui, bien sûr, s'engagent, mais aussi autour, les collaborateurs et les collègues. On a, par exemple, attribué 3 jours à nos collaborateurs pour pouvoir justement s'investir dans des associations partenaires qui sont portées 3 jours par an, qui sont portées par la Fondation Société Générale. Ces associations œuvrent dans l'insertion et l'orientation professionnelle des jeunes. Donc ça peut être mettre ses compétences au profit de ces associations, dans le marketing, dans la finance, dans le juridique. Ça peut être participer à une rénovation d'un local, d'une association. Ça peut être aussi être présent lors d'une journée organisée par l'une de ces associations. Et on a un autre challenge sportif et solidaire qui vraiment remporte tous les suffrages et ne fait que mobiliser les foules de plus en plus année après année. C'est un challenge qui a rassemblé cette année 25 000 collaborateurs mondial, par le sur le monde. Voilà. Par le monde. Donc nous avons un challenge sportif où nos collaborateurs marchent, courent ou pédalent au profit donc d'associations. Ces kilomètres sont, entre guillemets, transformés en participation financière de l'entreprise qui va verser, du coup, au profit des associations partenaires partout dans le monde en fonction des kilomètres parcourus. Donc 25 000 collaborateurs participants, 56 pays, 3 millions de kilomètres parcourus cette année. On allait vous le demander. Voilà, 3 millions de kilomètres et 1 million d'euros versés par l'entreprise au profit des associations. Donc vraiment un engagement fort des collaborateurs et ça permet de fédérer aussi les équipes puisque les
les challenges se font en équipe. Et ça fidélise, parce que fédérer, c'est bien ça hein, le sujet. C'est comment vous évaluez le fait de fédérer autour de projets, comme vous en avez tous, hein, voilà, mais de le transformer en fidélisation. C'est bien ça la question. Frédéric Guyonnet, on parlait tout à l'heure du sens qui est attendu. D'ailleurs, alors on a parlé des jeunes, hein, la génération Z, et peut-être Z++, finalement, avec ce type d'initiatives que l'on entend, qui sont très variées. D'ailleurs, on aurait pu parler aussi d'une chorale. J'ai souvenir de cela. On en reparle après, hein, si pour préciser en 2 mots, mais ça me revient là. Est-ce que, alors voilà, il y a des réponses finalement à apporter aux attentes des jeunes. Alors moi, je vais mettre un petit bémol à ce qui a été dit, parce que cette nouvelle génération, elle est un peu plus individualiste que les anciennes générations. Et lorsque je prends l'exemple du Crédit Mutuel qui fait beaucoup d'annonces, notamment sur des donations au Resto du Cœur, sur l'entreprise à mission, sur le dividende sociétal. Mais on commence à avoir des salariés à l'intérieur du groupe qui commencent à dire « Mais attendez, on donne beaucoup aux autres, mais nous, on nous oublie un peu ». Alors, il ne faut pas basculer là-dedans, en fait. Vous voyez, donc il peut y avoir ce système ce sentiment de fierté, effectivement, d'appartenir à un groupe très social, mais à un moment donné, il y a la réalité qui revient au niveau des collaborateurs et qui disent mais attendez, nous, on nous oublie. Alors heureusement, aujourd'hui, le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale et la banque qui fait les plus belles ENAO du secteur bancaire. Et ça rattrape tout ça. Mais voilà, après, chacun a ses spécialités. Natixis a le meilleur accord handicap du secteur bancaire. Voilà, il faut aussi le souligner. Et tous ces accords, en fait, qui sont les meilleurs, ben nous, ça nous aide à challenger les autres entreprises pour essayer d'aller chercher du... Alors ça, on avait compris. Ce point-là, on l'avait compris. Mais c'est bien parce qu'il y a matière du coup, hein, puisqu'un certain nombre d'accords aboutissent heureusement et sont plutôt en pointe. Et d'ailleurs, c'est le moment de rappeler, effectivement, comme le disait Maya Attig lors de du lancement de nos réflexions, que le turnover dans le secteur bancaire, il est 2 fois moindre que la moyenne nationale sur l'ensemble des acteurs. C'est important de le rappeler, certainement, parce qu'il y a effectivement cette politique sociale riche, si on peut dire, mais il faut aussi, paritaire. Je dis par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi une logique d'apprentissage. Parce que nous, notre culture, c'est l'entraide. Enfin, je veux dire, c'est assez fort. La solidarité, c'est vraiment l'ADN. Alors, c'est vrai que la question de ces codes-là, quand on arrive, il faut les apprendre. Hein. Spontanément, la société n'est pas... Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs sur la question du déclin des dons, etc., n'est plus aussi généreuse qu'elle a pu l'être. Et donc, vous avez raison. Mais je pense que l'entreprise, c'est aussi un lieu de découverte et d'apprentissage aussi des autres. Donc le sujet qu'on a aujourd'hui au travers du coup de l'action, de nos actions solidaires, c'est aussi pour que ces jeunes découvrent qu'en fait il y a une autre manière de se réaliser, pas uniquement soi, etc. Même si j'entends bien la question du coup de sa rémunération, de son parcours de carrière, mais c'est aussi un lieu de socialisation. Et donc moi je le vois par exemple aussi sur les codes. Vous parliez de la génération... des nouvelles générations, on va dire, on ne va plus les qualifier. Il y a aussi la question d'apprendre en tant que manager les codes de l'entreprise, quelle est ma place, comment je peux me développer. Enfin, pour moi, ça fait partie finalement d'une forme de catalyseur. Les entreprises, elles ont un rôle dans la société et les entreprises bancaires, enfin les banques en particulier, je trouve, au travers d'une action positive, de concrétiser des projets, de développer des actions peut-être plus solidaires, locales, parce que nous on est très locaux, et globales. Je pense qu'en tout cas, on doit être des promoteurs finalement de l'entraide. Et donc, à travers nos actions, je pense que, et vous avez raison, je pense qu'il peut y avoir des inquiétudes, mais on est là aussi pour expliquer pourquoi, et les uns les autres, en fait, on est fiers de ce qu'on fait. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. Et donc, reprendre le chemin, enfin, on va dire, vous voyez, tous les jours, leur dire que ça a du sens aussi pour se réaliser soi-même, écouter les autres, hein, donc les considérer et se dire que finalement on est utile aussi au travers de ces actions d'entraide salariée avec des jours offerts pour des aidants, sur la question du temps qu'on va donner sur des actions bénévoles. Enfin, pour moi, ça doit vraiment être un support de fierté, puisque c'est la thématique de cette table ronde. Oui. Et tout ne vient pas d'ailleurs de l'entreprise ou de la direction. Il y a parfois des initiatives qui sont poussées par des collaborateurs eux-mêmes. Moi, j'ai le souvenir, l'année dernière, on a eu d'ailleurs indirectement cette initiative, je sais qu'elle
elle est inspirée de ce qui existait à la Société Générale. J'ai des collaborateurs qui sont venus me voir pour monter une pièce de théâtre. Et donc, ils ont été une vingtaine à travailler pendant 1 an pour ensuite organiser 5 ou 6 représentations devant l'ensemble des collaborateurs, enfin leurs collègues, etc. Et tout ça a donné lieu à des dons à l'Institut du cerveau, en l'occurrence, puisqu'on avait eu la chance d'avoir Olivier Goua dans l'entreprise. Voilà, donc c'est des actions qui venaient des collaborateurs, qui ont été accompagnées. Et je peux vous dire que les 20 collaborateurs qui ont participé à cette aventure, qui est une pièce de théâtre d'un niveau professionnel, ça veut dire beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. À la fin, ils sont. Je pense que c'est un. Ça crée une émulation. Ça crée effectivement une fidélité à l'entreprise et au collectif, d'avoir été soutenus, d'être fiers, de pouvoir montrer ce qu'ils ont réalisé à leurs collègues, et puis en plus que l'objectif soit effectivement caritatif. C'est quelque chose de... Alors, une pièce de théâtre ici, et alors, j'ai compris qu'il y avait aussi des pièces de théâtre chez SG, donc si je me compris, mais surtout, vous chantez, mais surtout vous chantez chez Société Générale. Mais alors, pareil, c'est un outil fédératif. Tout à fait, et à la fois lié à une des missions que porte la Fondation Société Générale, qui est de soutenir la musique. Donc, c'est pour lier à la fois nos collaborateurs, les engager, et soutenir toujours les actions donc liées autour de la musique. Donc le groupe propose à nos collaborateurs parisiens, essentiellement, puisqu'il faut répéter ensemble, de rentrer dans une chorale ou de rentrer dans un orchestre qui va répéter durant 14 mois pour ensuite se produire à la Philharmonie de Paris. Donc ce sont 360 collaborateurs, instrumentistes et musiciens qui répètent, coachés par le Chœur des Métaboles et l'Orchestre Les Siècles, et qui, tous ensemble, vont soit faire effectivement des morceaux uniquement musicaux, soit mêler musique et chœur lors de cette production, dont les places aussi sont au bénéfice d'associations partenaire de Société Générale. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'invitation. Alors c'est ça, il faut payer sa place. Là. On vous offrira une place, Olivier. Non, je viendrai. C'est à la Philharmonie. C'est à la Philharmonie, janvier 2025, et ça fait déjà plusieurs années. Ah oui. Et oui, il faut 14 mois de répétition, tout à fait, pour arriver à une excellence. Bon, mais pour y avoir assisté, c'est des moments vraiment incroyables, et je trouve que le fait de mélanger tous les niveaux hiérarchiques, tous les métiers indistinctement, ça crée quelque chose. Voilà, toutes les entités sont mélangées. Il n'y a plus effectivement de niveau hiérarchique. Vous pouvez trouver des directeurs comme des personnes qui sont auditeurs simples dans la banque, entre guillemets. Et c'est vraiment une adhésion complète. Et c'est surtout cette, je dirais, le fait d'avoir un esprit d'équipe entre les musiciens et le chœur, et cet engagement global de chacun des collaborateurs qui est formidable durant 14 mois. Bon, il nous reste quand même une question que l'on n'a pas abordée. Enfin, beaucoup de questions, mais il y en a une, je pense qu'il faut absolument l'aborder, puisque l'étude APEC, c'est un des enseignements importants, me semble-t-il, de l'étude APEC, c'est le off-boarding. On n'en a pas parlé encore. Il faut le faire, puisque, en fait, Monsieur Lamblin nous indiquait tout à l'heure, vous l'avez vu, que finalement, c'était juste 34% de mémoire d'entreprises qui avaient ça à l'esprit, etc. Sauf que pour les grandes entreprises, c'est beaucoup plus. 34 ou 35%, je crois, le faisaient systématiquement. Alors, est-ce que vous en faites partie ? C'est essentiel. Nous systématiquement, quand quelqu'un démissionne, c'est essentiel qu'il soit reçu par sa fonction RH pour comprendre en fait les raisons du départ. C'est toujours riche d'enseignements. On a mis en place très régulièrement des enquêtes d'engagement pour apprendre le pouls des collaborateurs, mais là, c'est quand même un moment très particulier quand quelqu'un nous quitte. Et voilà, c'est la vie, hein. Il peut y avoir des tas de raisons mais pour l'entreprise, c'est toujours
très intéressant de comprendre. Oui, c'est systématique. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà une banque exemplaire de ce point de vue. Alors, on a mis en place un dispositif qu'on est en train de propager, notamment pour le volet offboarding, qui est un dispositif fait d'enquête, alors qui utilise de l'IA, parce qu'on va beaucoup leur demander de s'exprimer avec des verbatims, hein, donc pour bien comprendre les situations. Donc que ce soit sur la question évidemment de l'embauche, que ce soit dans la partie onboarding, que ce soit dans la partie offboarding, l'idée c'est vraiment de comprendre. Alors on le fait avec une logique aussi entité, agglo ou pas. Enfin, on a une approche aussi très territorialisée du sujet. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes taux de départ dans des agglos, par exemple, évidemment, sur des zones plus rurales. On n'a pas les mêmes taux, effectivement, dans certains métiers ou dans d'autres métiers. Donc l'idée, c'est vraiment de contextualiser au travers du coup d'un outil qui serait partagé groupe, les raisons en fait qui poussent à un moment donné un collaborateur à partir. Donc ça c'est le premier sujet, donc on est en train de le propager dans tout le parcours, ces petits capteurs là pour bien comprendre ce qui se passe et puis être capable de modéliser parce qu'on ne part pas comme ça, je pense qu'il y a des signaux, hein, il y a des signaux faibles. Et d'être capable de rattacher ça à l'absence de paix, être capable en tout cas de le modéliser. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que dans l'avenir, l'idée, ce sera aussi d'être capable d'anticiper et de préparer du coup des actions correctives. C'est-à-dire que ce soit sur la question locale, managériale, rémunération, etc., il va falloir qu'à un moment donné, du coup, il y ait des plans d'action derrière. Faire le constat, c'est une chose. La question après, c'est comment on agit en fonction du métier, de l'entité et du territoire. Et c'est ça, je pense, qui va si on est performant, c'est ça qui devrait être la réponse. Alors, encore une fois, on ne cherchera pas non plus à garder tous les collaborateurs. Soyons clairs, il y a aussi des moments en fait où l'employeur, fait le constat d'un départ et ne souhaite pas forcément non plus, voilà. Mais en revanche, il y a aussi une culture à mettre en place. C'est cette question de gens qui partent pour aller voir ailleurs et qui, à un moment donné, ont envie de revenir. Et cette culture-là, où pendant des années, on se refusait pour des questions de loyauté à réembaucher, je pense qu'il va falloir aussi revoir le logiciel. Il y avait une trahison à quitter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà, il y a aussi à un moment donné, mais comme la question du départ, du congé sabbatique, etc., il y a des salariés en fait qui ont besoin à un moment donné. La question c'est comment on part, dans quel terme on part, et comment on garde le lien. Tout à l'heure, vous parliez d'abonnement aux offres. Moi, je pense qu'il y a aussi un abonnement au lien. Hein, c'est comment on garde le lien avec quelqu'un qui peut avoir envie d'aller voir autre chose, créer son entreprise, etc. Mais partir dans des bons termes et garder ce lien. Et puis un jour, vous avez un collaborateur qui connaît votre groupe, qui connaît vos métiers, qui veut revenir. Et là, voilà. Et donc là, il y a un véritable intérêt pour les groupes bancaires à réinterroger peut-être une pratique qui n'était pas pour le coup, pour moi, optimale, qui était de dire il est parti, on ne veut plus le voir. Donc, c'est de revoir un peu le logiciel pour réembaucher finalement. Et donc ce qu'on appelle le boomerang hiring. C'était pas propre aux banques, hein. Non, c'est général, c'est général, c'est général, et c'est vrai que c'est une approche qui est un peu curieuse. C'est comme si vous disiez à votre client, vous êtes venu, il est parti, je veux plus voir mon client, ça n'a pas de sens. Il y avait cette expression, il est possible d'avoir un an sabbatique, c'est ça. Mais ce serait un problème de partir pour revenir. C'est ça, ouais. Virginie Donran, comment ça se passe chez Louvre, l'entretien de offboarding est systématisé. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir multiples raisons de démissionner, en tout cas de quitter le groupe. Voilà, d'avoir un échange avec le salarié, c'est essentiel pour comprendre les enseignements de ce départ. Et je dirais même qu'on active tout de suite les leviers. C'est-à-dire que si c'est un sujet de rémunération, on se réinterroge et on ne s'interdit pas si c'est un collaborateur avec lequel bien sûr on souhaite poursuivre, on ne s'interdit pas d'agir tout de suite. Et puis dans les dernières démissions, ce qu'on peut constater aussi, c'est que post-crise sanitaire, la plupart des collaborateurs qui quittent le milieu bancaire, voilà, et pas simplement une entreprise pour aller voir ailleurs. Voilà. Stéphanie Roche, comme les confrères, effectivement, l'entretien d'offboarding est un entretien qui est systématique et obligatoire, qui est mené dans un échange avec le responsable RH du collaborateur. Ça permet d'essayer de comprendre les raisons sous-jacentes qui ont amené le collaborateur à démissionner. On l'a dit, ça peut être le souhait d'une évolution tout autre, d'un changement de métier, d'une mobilité géographique qui n'a pas pu
pu être accordé au sein de notre entreprise, qui n'a pas pu aboutir au sein de notre entreprise, ou encore de difficultés à se projeter professionnellement. Et notamment sur ce dernier point, en fait, ce qu'on a constaté ces derniers mois, c'est que nos collaborateurs qui venaient du Crédit du Nord avaient cette difficulté à se projeter dans l'évolution, dans ce nouveau ensemble bancaire qu'ils connaissaient peu, qu'ils découvraient au fil des mois. Donc ça nous a permis de réagir et de mettre en place, effectivement, de mettre à leur disposition des parcours professionnels par métier, notamment sur les métiers commerciaux de la banque, pour le conseiller, par exemple, clientèle professionnelle ou banquier patrimonial, et ainsi de leur donner de la visibilité sur leurs possibilités d'évolution au sein de la banque. Donc ces entretiens sont vraiment extrêmement importants pour toujours arriver à se repositionner et à faire en sorte de garder, comme on le disait, les meilleurs collaborateurs de nos équipes. Frédéric Guyonnet, sur cette question de la façon dont on part d'une entreprise, peut-être sans s'aliéner, peut-être un avenir qu'on ne connaît pas. Après tout, on peut revenir aussi dans cette entreprise. Quelle est votre perception du côté du SNB sur cette évolution culturelle, comme disait tout à l'heure? C'est vrai que la majorité des entreprises du secteur bancaire que je connais, quand on est parti, c'est compliqué de revenir en fait. Donc c'est compliqué de par l'employeur qui ne veut pas forcément que vous reveniez, parce que si vous êtes parti une fois, se dit l'employeur, vous repartirez une deuxième fois. C'est en train d'évoluer, j'ai entendu, moi, que ça avait évolué. Il faut faire des études. Après, nous, évidemment, on n'a pas envie que les collègues restent en dehors du chemin, et que s'ils se sont trompés dans leur parcours professionnel, ils puissent... le droit à l'erreur, en fait. Et revenir, ça me paraît évident. Il y a un dernier point, parce que je vois que nous arrivons au terme de notre table ronde, mais néanmoins, tout à l'heure, on a abordé très rapidement la question de la cooptation, au fond, qui est peut-être un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire, dans le sens où, là, je suis en place dans une banque, et puis au fond, je vais souhaiter avoir l'idée de proposer une compétence que je connais, qui n'est pas encore dans le secteur, peut-être, ou qui est aussi dans le secteur, après tout. Vous voyez des évolutions de ce point de vue? Nous, on l'a mis en place, je dirais, il y a 18 mois ou 2 ans, quelque chose comme ça. Ça n'existait effectivement pas précédemment, et ça fonctionne plutôt bien. Et on voit que la qualité, en fait, des candidatures qui nous sont transmises par ce biais-là est vraiment importante. Enfin, on a... parce qu'il y a un engagement en fait du collaborateur. Le collaborateur qui coopte un ami, une connaissance, forcément il y a un engagement. Il sait que si ça se passe mal, ce sera un peu pas très sympa pour lui. Donc c'est un vrai dans un contexte de marché de l'emploi qui a été particulièrement difficile. Je parle notamment de 2022, mais qui reste pour certains secteurs pénuriques toujours difficile aujourd'hui. C'est un vrai outil complémentaire. Alors les volumes sont pas non plus énormes, mais c'est pour moi un vrai outil complémentaire. Et c'est aussi un outil d'engagement des collaborateurs. Quand je coopte quelqu'un, d'une certaine manière, je passe le message que je suis dans une entreprise où il fait bon vivre, ou que je recommande. Et donc, c'est aussi un message qui... De toute façon, vous allez tous vous exprimer sur le sujet. Je pense que c'est tous un canal d'acquisition de candidats qu'on travaille, puisque, comme le disait Madame, effectivement, le marché de l'emploi étant très tendu, il est nécessairement... Et du coup, il y a une évolution sur ce point ? Sincèrement, je n'ai pas vu d'évolution jusqu'ici. Je trouve qu'il est toujours aussi tendu ces derniers mois. Donc ça veut dire qu'il faut travailler... Sur la cooptation, sur la cooptation, je pense que c'est un canal d'acquisition de candidatures que les entreprises développent de plus en plus. Oui, tout à fait. On l'a mis en place, nous également, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On l'avait mis au départ sur certains métiers, on l'a étendu à toute la banque de détail. Et c'est un système qui fonctionne plutôt bien, dont les collaborateurs sont satisfaits parce qu'effectivement, ça leur permet aussi d'avoir une prime de cooptation si la personne cooptée valide sa période d'essai. Donc il y a aussi une juste rémunération, on va dire, de l'effort qui a été mené pour amener un candidat qui correspond à nos besoins. Donc je pense que c'est vraiment un système qui va être amené à croître encore dans les années à venir.
C'est un dispositif qui existe. Bien présent, alors, chez vous la cooptation existe au niveau du groupe, plutôt sur la fonction banque retail, voilà, où c'est en place effectivement, parce que je dirais que c'est sur les métiers où on a peut-être plus de mal à capter. Par contre, côté banque privée, non, c'est pas un outil qu'on a développé. Enfin, il existe de manière. C'est pas fait sentir ou... Non, le besoin s'est pas fait sentir. Enfin, je dirais que spontanément, les collaborateurs nous transmettent des CV. Ah oui, c'est ça. Donc, et puis, je dirais qu'on a, nos besoins de recrutement, on a une facilité quelque part parce qu'on capte beaucoup en mobilité interne de collaborateurs. C'est des métiers d'expertise. Et je pense qu'on n'a pas ce besoin aujourd'hui de développer davantage pour être plus attractif. Voilà, ce levier-là en tout cas. Crédit Mutuel. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que le salarié pour parler du métier qu'il exerce, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, c'est quand même un peu plus riche et attractif qu'une offre d'emploi. Et donc, c'est vrai que dans les résultats, aujourd'hui, c'est 20 à 30% dans certaines banques régionales, dans certaines de nos filiales, de personnes en fait qui viennent pour voir nos postes. Donc c'est devenu, on va dire, un incontournable du recrutement. Je pense que si on disait à certaines de nos filiales ou de banques régionales, si on leur disait on arrête la cooptation, ce serait une cata. Donc il faut vraiment avoir en tête en plus que c'est vraiment la preuve, on va dire, que les collaborateurs sont engagés, sont fiers, peuvent parler en plus de manière vivante de leur métier, de l'environnement de travail, expliquer aussi parfois ce que nous, on n'explique pas, vraiment le quotidien, ce qui va et ce qui ne va pas. Enfin, voilà. Donc dans cette espèce d'équilibre dans le choix d'attirer des candidats. Et c'est vrai, en plus, quand on regarde les sélections, ce sont des gens qui restent beaucoup plus durablement, s'intègrent mieux, etc. Donc en plus, la qualité des profils qui sont... Bah oui, parce qu'en fait, ils ont déjà ils ont un pré-onboarding premium, on va dire, avec des collègues avec qui ils vont travailler, avec qui d'ailleurs ils s'entendent déjà bien. Enfin, voilà. Donc ça fait onboarding de fait. Donc c'est une situation qui est pour nous idéale. Et quand on parlait tout à l'heure d'attractivité, quand on parlait de fidélisation, c'est bien le lien entre la fidélisation qui est forte et l'attractivité qui est soutenue par la fidélisation. Nous avons dépassé de 8 minutes notre temps imparti, mais je pense que c'était nécessaire. Merci à tous et à toutes pour tout ce qui a été dit. Je crois pouvoir dire qu'on vient d'entendre vraiment une batterie, si je puis dire, de dispositifs à la fois très large, très diversifiés finalement, entre les uns et les autres, même si vous avez la même perception des enjeux manifestement. Je parle pour les représentants des banques, mais aussi pour le représentant de l'organisation syndicale du SNB. Merci à tous pour nous avoir suivis. Vous pourrez évidemment revoir ou transmettre le lien de cette table ronde, puisque elle va être téléchargeable sur le site de l'AFB. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.